On ouvre les portes de notre club de lecture entre guerre et paix aujourd'hui. Que peut la littérature ? Comment les écrivains racontent-ils la guerre ? On en parle avec 2 livres. Le roman qui a marqué d'abord cette année 2022, Le Mage du Kremlin, publié chez Gallimard, de l'écrivain et conseiller politique Giuliano da Empoli, auteur précédemment de La Peste et l'Orgie, ou encore du Florentin, l'art de gouverner selon Matteo Renzi, ou encore des Ingénieurs du chaos, où il regardait entre les États-Unis, l'Angleterre du Brexit ou encore l'Italie. Bonjour à vous, Giuliano da Empoli. Bonjour. Bonjour. Dans ce roman inspiré de faits et de personnages réels, dans ce Mage du Kremlin, c'est à un autre ingénieur du chaos que vous vous intéressez finalement, hein ? Tout à fait, c'est un personnage assez particulier parce que c'est quelqu'un, mon Vadim Baranov, qui le est mage. Le mage en question, qui a fait des études de théâtre, qui a fait de la télé-réalité à Moscou, qui écrit des romans sous pseudonyme et qui va devenir un manipulateur politique, un communicant politique redoutable. Peut-être aussi parce qu'il maîtrise très bien les codes de la culture contemporaine et notamment de la culture occidentale. Il les retourne contre ses adversaires et il donne un peu l'impression d'interpréter son rôle comme une sorte de performance artistique ou théâtrale. C'est votre premier roman russe, Giuliano da Empoli. Pourquoi avoir tourné votre plume et votre regard vers l'Est ? C'est une question relativement personnelle, c'est-à-dire que la première fois que j'ai débarqué à Moscou, c'était en 2010, c'est un endroit qui m'a énormément frappé. C'est une ville avec cette sorte de mollusque, de fossiles du Kremlin au centre de la ville, après les grandes avenues de l'architecture de Staline, ses tours, et c'est une ville où on ressent l'emprise du pouvoir de façon très forte, plus forte que nulle part ailleurs à mon avis. Et ça m'a fait peur en ce moment, c'était l'hiver en plus, donc la glace et le froid contribuent peut-être un peu à cette sensation aussi, mais comme souvent, les choses qui font peur fascinent aussi et intéressent. Et donc j'avais déjà un peu lu, sans prétendre en être un expert, mais j'avais évidemment lu les classiques de la littérature russe, et là j'ai plongé dans cette réalité assez noire, mais avec d'autres côtés aussi, avec cet esprit, ce côté de folie aussi. Il y a une folie russe qui d'ailleurs fait partie de... Aujourd'hui, ça devient très dur d'en discuter parce que nous sommes dans un contexte qui est tellement tragique et d'ailleurs où cette folie prend une tournure tellement noire que ça devient difficile d'en discuter. Mais à cette époque, tout cela m'avait fasciné. Et j'avais trouvé aussi que, comme le disait Carl Schmitt, le défaut du vainqueur est souvent de n'avoir aucune curiosité par rapport au perdant. Et j'ai trouvé que nous étions en effet les vainqueurs d'une certaine façon de la guerre froide, de la chute du mur de Berlin, et nous ne voyons pas du tout à cette époque la perspective et ce qui se passait de ce côté-là. Et donc c'est un peu ça que j'ai voulu faire avec mon livre. Et c'est un roman qui se passe sur le temps long aussi, le temps long de l'histoire. À vos côtés, je vous présente Oh, vous avez fait grincer le micro. Bonjour, je vous présente le romancier Emmanuel Ruben. Bonjour. Bonjour. Auteur en septembre d'un roman chez Stock, Les Méditerranéennes, tourné vers l'Algérie. Vous venez de diriger un ouvrage collectif
un hommage à l'Ukraine, et vous publiez également des nouvelles ukrainiennes, nouvelles inédites aux éditions Point. Alors vous, c'est pas la première fois que votre regard se tourne vers l'Ukraine. Au contraire, ça fait longtemps que vous arpentez cette région, que vous partez à la découverte aussi de ce pays. Dans l'avant-propos de votre recueil de nouvelles, vous dites que vous aviez 24 ans la première fois quand vous avez découvert l'existence de l'Ukraine, alors que vous viviez en Turquie, à Istanbul, et l'Ukraine, c'est devenu pour vous un pays de tous les possibles, pour le meilleur comme pour le pire, et on le voit aujourd'hui. D'où cette envie de regarder vers l'Ukraine, en donnant aussi la plume à des écrivains européens dans cet hommage à l'Ukraine. Oui, j'ai l'habitude de dire que je suis né comme écrivain en Ukraine, puisqu'en fait mon premier roman, Alta Yalta, qui est paru en 2010, se passait intégralement en Ukraine, puisque Yalta, en Crimée, à l'époque, c'était avant l'invasion russe de 2014. Et même si on pouvait sentir dans l'air cette atmosphère de veillée d'armes, les journaux que je lisais à l'époque, les journaux russophones de Crimée, parlaient sans cesse, en fait, d'une possibilité d'affrontement entre l'Ukraine et la Russie. Et dans ce premier roman, Alta Yalta, j'imaginais déjà la possibilité d'une guerre entre ces deux pays. Cette guerre, il faut voir qu'il était difficile de l'éviter. C'est une guerre qui vient de loin, c'est une guerre qui dure maintenant depuis 8 ans en Ukraine, puisque la guerre n'a pas commencé le 24 février 2022, comme on a l'habitude de le dire très souvent, mais la guerre a commencé en 2014, avec l'invasion de la Crimée, avec l'invasion du Donbass par une armée russe déguisée. Alors en Crimée, ils étaient déguisés, on les appelait les petits hommes verts, puisqu'il n'y avait rien qui pouvait les rattacher à une armée régulière. Et puis, dans le Donbass, avec cette instrumentalisation des séparatistes, mais aussi, le rapport Nemtsov le montrait bien, la présence réelle de militaires russes. Et les auteurs de ce livre, Hommage à l'Ukraine, en témoignent. Alors, quand il y a eu cette invasion, déjà, en 2014, j'avais été très choqué par l'invasion de la Crimée. Et je ne savais pas réellement comment réagir. À cette époque-là, j'étais parti tout de suite à Kiev. C'était la fin du Maïdan. J'ai pu témoigner de la fin de cette révolution. J'en ai ramené un texte qui s'appelle Retour de Kiev et que j'ai intégré dans un volume, Les Nouvelles Ukrainiennes, qui sont sorties là au mois d'août. J'ai voulu publier deux livres. D'une part, donc ces nouvelles ukrainiennes qui sont sorties au mois d'août, et puis un hommage à l'Ukraine en faisant appel à des auteurs ukrainiens. Dès le début de la guerre, j'ai contacté mon éditeur, Manuel Carcassonne, chez Stock, et je lui ai proposé de faire ce livre avec des auteurs ukrainiens. En réalité, je ne connaissais peu d'auteurs ukrainiens. Je connaissais Andrei Kourkov, que j'avais croisé plusieurs fois. On a reçu récemment aussi. Bien sûr, que j'ai écouté. C'était passionnant d'écouter Andrei ici, à ce micro. J'ai tout de suite contacté Andrei, qui m'a dit oui, qu'il était prêt à nous offrir un texte. Et Andrei m'a ensuite aiguillé vers d'autres auteurs. Et puis j'ai aussi tout de suite contacté Irina Dmitrichine, puisque ce livre est le fruit d'une collaboration entre Irina Dmitrichine, qui est la grande ambassadrice des lettres ukrainiennes en France. C'est elle qui a traduit tous les plus grands auteurs ukrainiens, ukrainophones en France, en français. Et tout de suite, Irina a accepté de faire partie de cette aventure. Nous avons contacté un certain nombre d'auteurs. Ça a mis un peu de temps pour se mettre en route, puisque les gens étaient sous la sidération. D'abord, en fait, ils devaient se protéger eux-mêmes de cette guerre, protéger leurs proches, protéger leur maison. Certains étaient en exil. Donc ça a été un combat, en fait, de pouvoir les réunir. Et certains même étaient sous les drapeaux, puisque Artem Tcher, qui est un de ses auteurs, quand je l'ai contacté, il m'a répondu, voilà, je suis dans la forêt, je me bats contre les Russes, je n'ai pas de connexion, je n'ai pas d'électricité, on a à peine de quoi manger, mais par contre, j'ai un téléphone, j'ai des batteries
et j'ai le désir d'écrire. Mais Andrei Kourkov, quand il est venu dans Bienvenue au Club, il nous racontait, il n'y a pas longtemps encore, la place que les livres occupent encore dans le quotidien des Ukrainiens et comment petit à petit la vie a repris, les discussions ont repris aussi entre les écrivains et les lecteurs, et notamment dans les abris, dans les sous-sols des immeubles, avec des rencontres, des sortes de clubs de lecture qui s'organisaient aussi pour pouvoir continuer à discuter littérature. Cette question, parce que Emmanuel Ruben, vous avez choisi de verser tous les bénéfices de ces nouvelles à l'ONG Bibliothèques sans frontières, qui fait un travail extraordinaire, et c'est peut-être l'occasion de le souligner avec vous. Pourquoi investir cet argent, ces dons, alors non pas dans des armes ou des vêtements pour des gens qui se seraient exilés en France notamment, mais dans les livres. Pourquoi il faut que les livres voyagent encore, circulent, arrivent jusqu'à là-bas ? À partir du moment où je décidais de publier des livres qui avaient trait à ce conflit, je pensais que c'était capital, que c'était important de reverser tous les droits, et que ce soit pour les nouvelles ukrainiennes, dont tous les droits sont en effet reversés à Bibliothèques sans frontières, que ce soit pour cet hommage à l'Ukraine, dont les droits sont reversés à l'aide médicale et caritative France-Ukraine. J'ai jugé que voilà, c'était le seul moyen en réalité de publier un livre pendant cette période, puisqu'en fait les livres ça peut être une arme. Le très beau texte de Lyuba Yakimchuk qui ouvre ce recueil Hommage à l'Ukraine commence par « On nous avait dit que la littérature ne pouvait rien contre la guerre », et elle raconte l'histoire de ces livres. On a vu ces photos dans les médias de ces livres qui servaient à barricader les fenêtres, puisque c'est vraiment ce que les Ukrainiens ont fait. Ils ont d'abord barricadé leurs fenêtres avec leur bibliothèque. Et elle dit, voilà, à l'époque, on nous disait, à ce moment-là, au début de la guerre, on nous disait, mais les livres ne servent qu'à ça. Et finalement, toute la nouvelle, cette très belle nouvelle, très, très émouvante, très forte, revient vers la littérature. C'est-à-dire que justement, elle va chercher, la nouvelle raconte comment elle va chercher un lieu de refuge pour ses parents. Et elle se dit, mais oui, mais mes parents, ils lisaient de la littérature. Ce qu'on appelait de la littérature russe, puisque c'est de la littérature écrite en russe. Les Ukrainiens, évidemment, lisaient de la littérature russe. Gogol, qui était cet écrivain ukrainien qui écrivait en russe. Et elle va les faire revenir, elle va les exfiltrer, en fait, les faire sortir de ce Donbass en guerre dans lequel elle a grandi, et les diriger vers Kibinsi, qui est le village, en fait, dans lequel Gogol a grandi, dans l'oblast de Poltava. Donc il y a un retour dans toute cette nouvelle vers la littérature. Et tous ces auteurs, en fait, ils nous parlent de la force de la littérature. On le retrouve dans tous les textes. Ils croient vraiment en la littérature, ils ont foi en la littérature. Et certains d'entre eux m'ont dit, vous savez, en fait, ce texte, finalement, c'est le seul texte que j'ai pu écrire pendant toute cette période. Et vous, Giuliano d'Ampoli, vous croyez en la force de la littérature, vous qui avez signé de nombreux essais et qui passez avec ce mage du Kremlin aussi à un roman en français, même certes inspiré de personnages réels. Quelle force vous donnez au roman dans un contexte comme celui-ci ? Mais écoutez, je pense que la situation dans laquelle nous nous trouvons et ce à quoi nous faisons face en Ukraine, donc le retour d'une certaine forme de violence presque aveugle dans certains. Après, il y a des explications, il y a une longue histoire qui est derrière ce conflit, mais malgré tout, au cœur de cette situation, et comme au cœur, à mon avis, de tout pouvoir, il y a quelque chose qui échappe à la rationalité. Il y a quelque chose qui est plus du domaine de la pulsion, de l'instinct, de la folie même, quelquefois, avec énormément de contradictions, de paradoxes qui s'installent constamment. Et pour raconter tout ça, la littérature et le roman est sans aucun doute le meilleur instrument. Si vous écrivez un essai, vous êtes malgré tout dans une dimension de rationalité. Alors vous pouvez
partir dans plusieurs directions, mais c'est plutôt une partie de votre cerveau, la partie rationnelle, qui va être mobilisée pour expliquer, pour raconter. Et le roman, en soi, du point de vue de la personne qui écrit, mais évidemment après aussi et surtout du point de vue du lecteur, c'est une porte d'entrée complètement différente dans ce type de réalité et qui arrive, je crois, à rendre compte et à immerger le lecteur dans une réalité voilà, de façon complètement différente. Et donc, je pense que c'est important toujours, mais c'est important de façon particulière quand on est confronté à des événements inouïs, au chaos, à l'inattendu. Et c'est pour ça, je crois, que moi-même, j'ai choisi de basculer au fond d'une forme assez classique d'essai dans quelque chose de différent. Oui, je vois que vous faites un geste. Après, moi, vous savez, je suis italien, donc je pourrais continuer à vous parler, mais je vais maintenant... Non, parce que j'ai des retours de lecture à vous faire écouter. Sur votre roman, justement, Giuliano da Empoli, je suis sans mon complice, Sébastien Thème, aujourd'hui, qui est souffrant et à qui on souhaite un bon rétablissement, qui aurait été heureux de vous rencontrer également. Mais en revanche, les lecteurs de notre club de lecture sont bien là, et en toutes circonstances, pour nous tenir chaud, grâce aux livres qu'ils ont lus, et souvent avidement, et c'est le cas de votre livre, Le mage du Kremlin, Giuliano da Empoli. Il a conquis le jury du prix Goncourt, qui a finalement consacré Brigitte Giraud pour Vivre vite. Mais sachez que vous étiez le favori à l'époque de notre book club, du book club de France Culture. Deux lecteurs, Fabrice Del Dongo et Josy, pour son compte Bruit de Plume, en témoignent. Deux retours de lecture déposés sur Instagram, #bookclubculture, et recueillis par Alexandre Alaïbegovic. Quand j'ai lu ce roman au printemps, j'ai eu cette folle sensation de lire un classique immédiat. On plonge littéralement dans l'histoire récente de la Russie de ces 30 dernières années avec ce personnage, Vladislav Surkov, ce double de Vladislav Surkov, ce fameux mage du Kremlin. Mais évidemment, celui qui nous intéresse encore plus à la lueur de l'actualité, c'est Vladimir Poutine lui-même. Mais ce qui est incroyable, surtout avec la plume de da Empoli, c'est qu'en plus de réaliser un récit documenté et instructif, il réussit à l'inscrire dans la grande tradition des romans russes. Le style classique nous emmène dans une épopée où la petite histoire se mêle à la grande. Il trace son roman dans une lignée légendaire en nous faisant comprendre un homme, un pays et une époque, et tout cela en un seul roman. Il nous explique ce retour à la verticalité du pouvoir, à un État puissant et respecté du reste du monde. La Russie doit redevenir la machine à cauchemar de l'Occident. Pour les lecteurs qui, comme moi, ne sont pas férus de politique internationale, mais qui simplement suivent l'actualité, c'est un récit accessible, une aide précieuse pour comprendre, et c'est là tout l'intérêt du livre. Les enchaînements des événements qui vont conduire à la guerre ukrainienne sont observés, décryptés et analysés, et il y en a beaucoup. C'est la folie d'un homme qui répond au désespoir d'un peuple humilié qui veut retrouver la Grande Russie. Oui, un roman magistral où la puissance de la fiction éclaire le réel. Merci, monsieur Giuliano da Empoli, pour ce récit sidérant d'actualité. Oh là là, vous les avez emballés avec ce livre, Le mage du Kremlin, de Giuliano da Empoli. C'est intéressant ce que dit Fabrice, lecteur de notre communauté, qui dit que ce roman s'inscrit dans la grande tradition des romans russes. Alors, est-ce qu'on peut écrire un roman russe sans même involontairement s'inscrire dans cette grande tradition? Est-ce que ça a été volontaire? Est-ce que ça a été un choix pour vous, un choix de plume également? Est-ce que vous avez relu tous vos grands classiques de la littérature russe avant d'entamer l'écriture de ce mage du Kremlin? Écoutez, merci, c'est un jugement évidemment très généreux. Non, je n'ai pas relu tous mes classiques, mais ce qui est vrai, c'est que dans la tradition et dans la littérature russe, il y a souvent des personnages réels et la grande politique, d'une certaine façon, qui fait irruption dans le roman à partir de Pouchkine.
qui lui-même d'ailleurs a fait une expérience assez particulière avec sa rébellion du cosaque Pougatchev, parce que là, d'abord, il en a fait un essai, une sorte de rapport au tsar sur les événements, mais qui était très fortement censuré et qui donc était un peu problématique à l'époque. Et puis, il a basculé dans le roman, dans La fille du capitaine, il a transformé cette figure du cosaque rebelle Pougatchev en une extraordinaire figure de roman. Et à partir de ce moment-là, il y a, c'est vrai, dans la littérature russe, tout un filon d'événements réels ou de personnages tirés du réel qui font irruption dans les romans de façon fascinante. Alors moi, je ne prétends évidemment pas d'être dans cette lignée-là, mais tisser un petit fil qui me relie à ça, évidemment, c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Emmanuel Ruben, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a en littérature encore un territoire commun ? Est-ce que la grande littérature russe est aussi la grande littérature ukrainienne ? Est-ce qu'elles partent des mêmes inspirations, ou est-ce que dans la séparation de ces deux frères qu'on appelle les frères ennemis aujourd'hui, il y a aussi eu une partition du territoire littéraire ? Il y a d'abord une domination. Ce qu'on réalise peu chez nous, en France, c'est que l'Ukraine a été colonisée par la Russie. Avec peut-être la différence, si on prend par exemple le cas de l'Algérie, qui est une colonie française, et si on voulait comparer l'Algérie à l'Ukraine, avec la différence que Kiev est à la source, en fait, des deux peuples et des deux États. Ce qu'on appelait la Rousse de Kiev. Et donc en fait, ils ont le même berceau. Et ce berceau, il est partagé. Donc il faudrait peut-être plus, la comparaison, elle se ferait peut-être plus entre la France et l'Allemagne, qui, Charlemagne, on sait bien, est à la source aussi de la France et de l'Allemagne. Donc il y a cette source commune. Une source commune aussi dans la littérature, évidemment. Moi, je me souviens, la première fois que je suis allé à Kiev, une jeune femme dans une auberge de jeunesse m'a récité par cœur tout le début de Eugène Onegin, de Pouchkine. Et la place, et elle était ukrainienne, et le russe, la langue russe, jusqu'aux dernières fois où je suis allé. La dernière fois, moi, je suis allé en Ukraine, c'était sur la route du Danube. Donc, quand j'ai remonté le Danube en partant d'Odessa à vélo, à Odessa, tout le monde parlait russe, évidemment. Et chaque fois que j'allais à Kiev, j'entendais partout le russe dans la rue. Il suffisait qu'un russophone s'ajoute à des personnes ukrainophones pour que tout le monde passe au russe, parce que c'était vraiment la langue véhiculaire, la langue de l'Union soviétique. C'est pour ça qu'un auteur comme Gogol écrivait en russe, alors qu'il était né en Ukraine, dans cette région de Poltava, mais il a fait toute sa carrière littéraire à Saint-Pétersbourg. Donc il écrivait en russe, même s'il racontait des histoires qui remontaient à l'Ukraine. Les premiers recueils de Gogol, que ce soit Les Soirées du hameau, un de ses premiers romans, qui est Taras Bulba, ça parle de l'Ukraine. Et l'humour de Gogol est un humour typiquement ukrainien, qu'on retrouve chez des auteurs comme Andreï Kourkov, qui est vraiment un héritier de Gogol, qui écrit lui aussi en russe, Andreï écrit en russe, qu'on retrouve aussi chez un auteur beaucoup plus jeune, qui est Andriy Lyubka, qu'on a intégré dans ce recueil. Mais il faut savoir qu'à l'époque de Gogol, il y a un autre écrivain très important, qui est Taras Shevchenko. Et lui, Taras Shevchenko, va décider d'écrire en ukrainien. Il n'est pas le premier à écrire en ukrainien, ça s'est déjà fait avant par notamment Kotsoubinsky. Mais il va devenir le premier, il va devenir le barde de l'Ukraine. Beaucoup d'auteurs s'y réfèrent dans Hommage à l'Ukraine. Moi, je cite
Je cite aussi Taras Shevchenko dans les nouvelles ukrainiennes. C'est important. Moi, j'ai découvert Taras Shevchenko à Kiev. C'est un immense auteur, romantique également, un très très grand poète, un très grand dessinateur et peintre qui va être envoyé en exil dans la région aujourd'hui, ce qui est le Kazakhstan, dans un fort au bord de la mer Caspienne, par le tsar. Et donc, les Ukrainiens vont être longtemps dominés. Il va y avoir toute une littérature ukrainienne qui va se développer. Mais nous n'avons pas, cette littérature a rarement été traduite en France, et beaucoup d'auteurs ont été assassinés. Il faut savoir qu'il y a toute une génération qu'on appelle la Renaissance fusillée, c'est la fin des années 20, et tous ces auteurs vont être... Donc il faut imaginer, je le dis à un moment, mais il faut imaginer qu'on arrive en France dans un meeting où vous auriez Aragon, Breton, tous les grands écrivains des années 30, et puis on les prend par la main et on les emmène, on les fusille. C'est ce qui s'est passé pour la littérature ukrainienne. Et certains d'entre eux étaient des communistes sincères. Il n'y a pas que les Italiens qui sont bavards, vous voyez. Giuliano d'Ampoli, Emmanuel Ruben également l'est aussi. Vous êtes tous les deux écrivains. Hommage à l'Ukraine, c'est le titre de cet ouvrage collectif, Emmanuel Ruben, que vous avez co-dirigé avec Irina Mitrichine et qui paraît aux éditions Stock. Giuliano d'Ampoli, vous êtes avec nous pour ce roman qui a marqué cette année 2022, Le Mage du Kremlin, publié chez Gallimard. France Culture, il est 13h17. Alors j'aimerais bien savoir, mais peut-être dans quelques instants, si vous vous êtes lus aussi tous les deux. Est-ce que vous avez appris, découvert, aimé à la lecture de vos livres ? En septembre, nous avions consacré une émission à la guerre en Ukraine avec le livre Essai de Anna Colin-Lebedev et le roman Pamphlet de Yegor Gran. Nous avions alors demandé à notre communauté de lecteurs si la guerre avait orienté leur choix de lecture, ce qu'ils avaient lu ou relu pour comprendre dans les livres ce qui se joue actuellement en Ukraine, pour lire le réel autrement. Et les noms d'Andrei Kourkov, déjà Emmanuel Ruben, étaient revenus, ceux de Benoît Vitkine ou encore de Lina Kostenko. Ils étaient cités, mais c'est surtout celui de Svetlana Alexievitch qui revenait le plus souvent. Son discours, bien sûr, lors de la réception du prix Nobel de littérature a fait date. Son essai La fin de l'homme rouge ou Le temps du désenchantement, paru en 2013 sur la fin de l'URSS et les temps qui ont suivi, a marqué les esprits, mais aussi sa chronique du monde après l'apocalypse, intitulée La supplication. Une lectrice, elle s'appelle Agnès de Clerville, revient sur ce livre qui a été écrit 10 ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl de 1986, sur ce livre de la Biélorusse Svetlana Alexievitch. La supplication de Svetlana Alexievitch, écrit en 1998, est un enchaînement de témoignages éprouvants. La réalité est brutale. Les voix des scientifiques, liquidateurs, paysans, sont uniques dans leur souffrance, leur pudeur, et font aussi partie d'un immense malentendu, celui de la grandeur soviétique, entretenue pour ne pas se laisser donner de leçons par l'Occident. Ces voix dont elle se fait l'écho, poussière après poussière, vodka après vodka, sont ce qu'il reste de cette catastrophe qui continue à bas bruit, 36 ans après. Beaucoup connaissent la série Tchernobyl, tirée de ce livre. Certains témoignages, comme celui de la femme du pompier, y sont intégralement repris. Néanmoins, l'expérience de la lecture est bien différente. Accrochez-vous. Voilà, tout à l'heure, Josie, notre lectrice, disait à la lecture de votre livre, Giuliano d'Ampoli, qu'on voyait combien et comment la Russie s'était promis de redevenir une machine à cauchemar de l'Occident. Et à l'instant, cette lectrice, à propos du livre de Svetlana Alexievitch, nous parle de cet immense malentendu qui transperce les pages de cet ouvrage, ce grand malentendu de la grandeur de la Russie et cette leçon à donner à l'Occident. Là, on est vraiment sur le nerf de la guerre, en fait, au cœur de toute cette histoire, cette longue histoire, faite de malentendus, faite de non-dits et d'envie de revanche.
Tout à fait. Je pense que c'est au fond, vous voyez, moi je ne crois pas aux interprétations, aux surinterprétations de la tête de Poutine qui serait un idéologue, qui serait influencé par un énorme nombre de penseurs. J'ai plutôt tendance à penser que ce soit un homme de pouvoir qui fait ce qu'il peut pour accroître ce pouvoir, mais il y a quand même à la racine, dans sa vision du monde et celle qu'il propage donc aujourd'hui en Russie, quelque chose de très fort qui est lui lié simplement et de très contradictoire à la fin, en même temps, qui est cette vision de la grandeur russe, qui se nourrit aujourd'hui d'éléments parfaitement contradictoires les uns avec les autres. Donc vous trouverez des motards justement parmi ces petits hommes verts qui ont envahi le Donbass dès 2014, vous trouverez des personnages qui ont sur une épaule le tatouage du symbole de l'Empire russe, de la maison impériale russe, ou une croix orthodoxe qui aussi, évidemment, la foi orthodoxe, un certain type de foi participe de cette vision-là, la troisième Rome et toutes ces idées-là. Et puis, sur l'autre, un portrait de Staline, qui était du coup quelqu'un qui abattait les églises et qui combattait la religion et qui a fait fusiller les tsars. Et votre narrateur est un grand lecteur de Zamiatine aussi. Et dans votre roman, on commence presque par cette lettre de Zamiatine à Staline aussi. Zamiatine, c'est autre chose, c'est l'antidote. Zamiatine, c'est un génie, un ingénieur naval et un écrivain qui, d'ailleurs bolchevique, qui revient de son exil en Russie pour participer à la révolution d'octobre et qui comprend très rapidement que ça se passe de façon très différente par rapport à ses idéaux et écrit donc dès 1921 ce livre incroyable qui s'appelle Nous autres et qui est la première grande dystopie du XXe siècle où il ne critique pas que le régime stalinien qui va effectivement le censurer et après très rapidement l'exiler, mais il critique un peu tous les totalitarismes jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre forme de totalitarisme numérique. Le portrait qu'il trace de cette société gouvernée par le nombre, par les chiffres, par des sortes d'algorithmes primitifs est absolument frappant à relire aujourd'hui. Donc après nos livres, et si je peux témoigner de mon appréciation aussi pour l'hommage à l'Ukraine que j'ai effectivement lu, tous ces contes qui ont été réunis par Emmanuel et qui, encore une fois, nous font entrer dans la réalité de la guerre par une porte différente, très émouvante, très forte. C'est vraiment une expérience extraordinaire de lire ce livre aussi. Mais après ces deux livres, donc le sien et le mien, Zamiatine, Nous autres, c'est vraiment le grand conseil de lecture que je me permettrai de donner aux auditeurs. Merci Giuliano d'Ampoli, là où votre livre est effectivement plutôt une méditation sur le pouvoir et peut-être inviter aussi les auditeurs, lecteurs à relire Le Prince de Machiavel. Emmanuel Ruben, vous avez lu Le Mage du Kremlin? Bien sûr, oui, j'ai lu en un mot, s'il vous plaît. J'ai lu avec grand plaisir Le Mage du Kremlin. C'est une plongée, en effet, dans cette Russie de Poutine. Et j'ai trouvé que c'était admirablement mené. Je pense qu'on peut le lire de façon complémentaire avec le livre de Michel Elchaninov qui est dans la tête de Vladimir Poutine et qui est intéressant parce que justement il montre aussi cette part d'idéologie, parce que je crois que Vladimir Poutine n'est pas seulement un tacticien, qu'il y a une idéologie, il y a un poutinisme et c'est ça qui est effrayant. Il ne faut pas l'oublier. Il y a une véritable... il avance guerre par guerre, pas par pas, et il a, on vient de le voir justement avec la loi là, sur l'homosexualité, il a un projet de civilisation. Et ce projet de civilisation, il est vraiment à l'opposé de notre civilisation occidentale. Merci beaucoup Emmanuel Ruben. Des deux côtés de la frontière avec vos deux livres, cet hommage à l'Ukraine et Le Mage du Kremlin. Ne bougez pas, il est 13h25 sur France Culture.
Quatrième et dernier volet du quadritème de Charles Dantzig, aujourd'hui autour des suicides en littérature. Dans un de ses livres, Victor Hugo établit une statistique de condamnés à mort pour meurtre selon leur métier. Il trouve des artisans, il trouve des ouvriers, il trouve toutes les occupations possibles, sauf une, artiste. Les artistes n'assassinent jamais, conclut-il. Je crois qu'il a raison. Au pire, ou au mieux, ils se tuent eux-mêmes. Pénélope Delta, célèbre autrice grecque du XXe siècle, s'est suicidée le jour où l'armée allemande a envahi son pays. Cela n'avait pas à voir avec la littérature. Le suicide de Reynaldo Arenas davantage, lui qui, en 1990, épuisé par le sida, se tue en laissant une lettre. En raison de mon état de santé et de la terrible dépression qu'elle me cause du fait de mon incapacité à continuer à écrire et à lutter pour la liberté de Cuba, je mets fin à ma vie. L'incapacité à écrire est mortelle à l'écrivain. Encore faut-il qu'il ait été publié. John Kennedy Toole s'est asphyxié à l'âge de 31 ans en 1969 parce qu'il n'avait pas réussi à faire éditer son roman « La conjuration des imbéciles ». Acte accompli pour la même raison par l'italien Guido Morselli en 1973. Suicides les plus idéalistes qui soient, n'atteignant pas à ce qui est considéré comme l'attestation de l'état d'écrivain, la publication, ils ont préféré s'annihiler physiquement. L'esthétisation de la mort et pour moi le fascisme aussi me garderais-je de trouver littéraire la mort de Maïakovski. Il s'est suicidé d'une balle dans le cœur, ayant écrit dans la flûte de vertèbre que je me mette d'une balle un point final. Je tomberais pour le moins dans la pensée magique si je disais qu'il a accompli ses écrits. Édouard Levé s'est suicidé à l'âge de 42 ans en 2007. POL publie un très intéressant volume d'inédits où l'on retrouvera son humour mélancolique et son goût des catégorisations. Il avait donné à son éditeur un livre intitulé « Suicide », puis s'était pendu 10 jours après. Le livre a paru posthume. C'est une forme de fiction où le narrateur s'adresse à un ami qui s'est tué. Il essaie de deviner pourquoi. Le bien est que c'est sans l'aide de l'outil le plus commun de notre temps, la psychologie. La psychologie est exacte de la même façon que les raisons par lesquelles on explique le succès d'un livre. Elle pourrait exactement être les raisons de son échec. Le narrateur observe des actes, des paroles et ne conclut pas. Le suicide de son ami reste énigmatique et cela a bien sûr été l'intention de Levé. Le suicide, avec sa violence, semble un acte simple. Il ne l'est pas. Dans ces inédits, on trouvera 10 pages bouleversantes intitulées « Dépression ». Levé décrit la sienne d'une manière que je dirais clinique, s'il n'y avait un jeu et des images. L'anxiolytique m'abrutit, mais me détend, comme si j'avais bu une demi-bouteille de Bordeaux moelleux. Et des choses bien plus tristes, le désespoir, le poids de plomb de cette dépression. C'est un terme médical, il est trop synthétique. La littérature nous apprend que, comme la vie, la mort peut être multiple. Oh, merci beaucoup Charles Dantzig. Rendez-vous lundi prochain. Un grand merci à Aurélien Delacroix qui a programmé cette émission et à Didier Pinault qui l'a préparée. Demain, journée spéciale sur les services publics sur France Culture avec un book club consacré à André Malraux.